Et si derrière le mythe planétaire, la blessure la plus vive de Brigitte Bardot était restée totalement invisible jusqu'à ce jour, du haut de ses 92 ans en cette année 2026, la légende la plus insoumise du cinéma français vient de faire voler en éclats un silence que nul n'aurait cru possible. Avec une franchise brutale dénuée de toute diplomatie mondaine, elle a dressé la liste noire de 5 personnalités qu'elle ne pardonnera jamais, refusant l'hypocrisie du temps qui passe. Il ne s'agit pas de simples connaissances ou de rivaux éphémères. Nous parlons ici de monstres sacrés de la culture tricolore, des figures intouchables dont le passage dans son existence a laissé des marques au fer rouge bien plus douloureuses que les revers de la gloire elle-même. Mais pourquoi choisir cet instant précis pour parler ? Quelle urgence a pu convaincre Bardot, cette sauvageonne éternelle et farouchement libre, de vider enfin son sac? Ce qui motive cette révélation soudaine, c'est une histoire souterraine totalement inédite pour le grand public. Le récit d'une trahison intime où l'armure de l'icône s'est fissurée de l'intérieur loin des projecteurs. Au centre de ce tremblement de terre médiatique, un nom surgit le tout premier de la liste, celui par qui le drame est arrivé bien avant que le monde ne crie au scandale. Ce que nous nous apprêtons à dévoiler dépasse largement l'anecdote biographique ou le chapitre oublié d'une vie de star. C'est l'exhumation d'une vérité crue, un secret qu'elle a verrouillé à double tour dans sa mémoire pendant plus d'un demi-siècle. Préparez-vous à emprunter le sentier tortueux qui mène aux 5 noms les plus redoutés de son passé, ceux qui hantent encore ses nuits. Bien avant de devenir ce symbole charnel que la France entière a vénéré, Brigitte Bardot n'était qu'une petite fille effacée de la rue de la Pompe, grandissant sous le carcan d'une éducation bourgeoise stricte, rêvant d'un ailleurs. C'est par la rigueur de la danse classique qu'elle goûte à ses premiers instants de liberté. Elle n'a que 15 ans quand l'industrie du cinéma repère ce visage unique, mélange détonnant de pureté angélique et de provocation latente. Ce contraste saisissant, cette dualité troublante, deviendra sa marque de fabrique indélébile. L'arrivée de Roger Vadim dans sa vie agit comme un détonateur. Là où d'autres ne voient qu'une jolie fille et lui décèlent un potentiel volcanique que personne n'avait osé soupçonner. Il perçoit en elle une promesse de révolution, une vitalité brute et un magnétisme animal capable de balayer les conventions poussiéreuses d'une France d'après-guerre encore corsetée dans ses traditions. L'ascension est foudroyante, le succès la frappe avec une violence et une rapidité qui laissent tout le monde stupéfait. Lorsque le film Et Dieu, créé à la femme, explose sur les écrans dans les années 50, Bardot ne joue plus. Elle s'impose comme l'allégorie d'une France nouvelle insolente, sensuelle, totalement libérée des carcans moraux d'autrefois. Soudain, les objectifs du monde entier se braquant sur elle, créant une frénésie médiatique sans précédent. La presse internationale traque la moindre seconde de son quotidien. Si tous les grands réalisateurs fantasment de la diriger, la réalité derrière l'icône de la femme émancipée est beaucoup plus friable qu'il n'y paraît. Oh. Bardot étouffe sous cette pression constante, elle vit mal les jugements hâtifs et les malentendus qui s'empilent année après année. L'admiration du public se double d'une exigence tyrannique, transformant chaque attente en un fardeau insupportable. Au fil du temps, la vedette se sent captive d'un personnage public qu'elle n'a jamais vraiment voulu endosser. Le monde réclame un symbole sexuel, une effigie, et refuse de voir l'être humain qui respire derrière l'image. On dissèque ses passions amoureuses. On dicte sa conduite, on analyse ses moindres silences. Progressivement, Bardot développe des mécanismes de défense et finit par se barricader à la madrague. Cette propriété mythique devient sa forteresse face au chaos du monde. C'est là, face à la mer, qu'elle trouve un semblant de paix, mais aussi la lucidité impitoyable pour réexaminer son histoire. Car une fois les projecteurs éteints, le mythe laisse place à une femme profondément meurtrie par certaines interactions toxiques, des mots assassins et des déceptions amères. Des trahisons qui ont marqué son âme au fer rouge, laissant des empreintes si profondes que le temps n'a jamais réussi à les effacer totalement. C'est depuis cette retraite méditerranéenne, loin du vacarme parisien, qu'elle livre aujourd'hui les noms de ceux qui ont planté les couteaux les plus aiguisés dans son dos. 5 récits, 5 plaies ouvertes. Numéro 5. Serge Gainsbourg. Leurs chemins s'étaient croisés bien avant que leurs patronymes ne deviennent indissociables dans la légende. Dans le foisonnement artistique des années 60, Bardot et Gainsbourg se fréquentent d'abord de loin. Ils se croisent au hasard des dîners mondains de ce Paris bohème, où musiciens de génie, acteurs en vogue et peintres maudits se mélangent, formant une constellation d'élite. Une fascination réciproque presque magnétique s'installe immédiatement entre eux.
Elle est subjuguée par son audace intellectuelle tandis que lui voit en elle l'ultime muse, cette beauté sauvage et inaccessible qui inspire les poètes sans même le chercher. Pourtant, ce qui avait tout pour être une fusion artistique éclatante se transforme insidieusement en une zone d'ombre et de tourment. À cette époque, Bardot est en quête de stabilité. Elle a appris à se méfier des lumières trop crues et des intentions troubles qui gravitent autour de sa célébrité. Gainsbourg, quant à lui, avance dissimulé derrière son masque de cynisme et son talent pour la provocation calculée. Leur relation se cristallise dangereusement autour d'un projet musical. C'est le point de bascule. Le compositeur écrit pour elle des mélodies qu'il considère comme des chefs-d'œuvre, des textes d'une sensualité brûlante taillés sur mesure pour son aura érotique. Bardot est sous le charme mais reste sur ses gardes, l'angoisse au ventre. Elle redoute plus que tout le scandale qui pourrait en découler. Elle a surtout peur d'être une fois de plus instrumentalisée. Quand les premières maquettes commencent à fuiter des studios d'enregistrement, la rumeur enfle à une vitesse folle. Il se murmure que Gainsbourg aurait évoqué sa relation avec elle avec une désinvolture cruelle, presque humiliante. Une phrase spécifique revient aux oreilles de Bardot, une phrase qu'elle ne pourra jamais effacer de sa mémoire. Un soir, dans l'atmosphère enfumée d'une loge, il aurait lâché dans un rire que Bardot n'était au fond qu'un fantasme de papier glacé que le monde s'imaginait connaître niant sa réalité de femme. Pour elle, cette déclaration est vécue comme un véritable coup de poignard, non pas seulement par la violence des mots, mais par la provenance du coup. La blessure est d'autant plus vive qu'elle vient d'un homme qu'elle pensait différent, un homme en qui elle avait placé une confiance rare. Elle réalise brutalement que Gainsbourg, sous ses airs de poète écorché, a manipulé ses émotions pour alimenter sa propre légende et nourrir son art sans se soucier des dégâts collatéraux. Bardot refuse catégoriquement d'être réduite à un simple matériau de création entre ses mains expertes. Elle décide alors d'ériger un mur de silence et de distance. Gainsbourg, blessé dans son immense orgueil d'artiste, ne supportera pas cet affront et métamorphosera cet éloignement en une mélodie culte figeant leur rupture dans l'histoire. Sous sa plume, les mélodies s'émettent parfois d'une caresse, mais les mots, eux, portaient souvent le sceau d'un sarcasme acide qui la meurtrissait bien plus profondément qu'elle ne l'admettait. Si le grand public n'a voulu garder que la magie de leur collaboration artistique Bardot, elle n'a jamais oublié la lourde facture émotionnelle, ce sentiment dévastateur d'avoir été résumé à une simple vignette, une abstraction vidée de son humanité. Dans les souvenirs qu'elle égrène, Gainsbourg demeure certes un créateur hors norme, mais un génie toxique passé maître dans l'art de tordre les sentiments réels pour nourrir sa propre mythologie. C'est précisément pour cette raison que son patronyme figure aujourd'hui sur cette liste noire, non pas par une haine aveugle, mais par une lucidité glaçante acquise avec les années. Il incarne à lui seul cet instant de bascule où elle a réalisé que l'éclat du talent ne justifie pas tout et que les griffures laissées par les êtres brillants sont souvent celles qui cicatrisent le plus mal. La mer Méditerranée continue de caresser les rivages de Saint-Tropez, mais le ressac de ses souvenirs amers, lui, ne s'éloigne jamais totalement de son esprit. Numéro 4, Jean-Luc Godard. Lorsque leurs trajectoires finissent par entrer en collision, Brigitte Bardot trône déjà sur le toit du monde. Lui, à l'inverse, est en train de bâtir sa forteresse, inventant ce nouveau langage cinématographique qui brise les codes, piétine les conventions et cherche obstinément à tuer le romantisme d'antan. Sur le papier, tout opposait la star solaire et instinctive au réalisateur cérébral et provocateur. Leur galaxie n'était pas faite pour fusionner, mais le destin, avec son ironie habituelle, en a décidé autrement, forçant la rencontre entre le feu et la glace. Godard la réclame sur son plateau non pas pour célébrer sa beauté légendaire, c'est du moins ce qu'il prétend avec hauteur, mais pour exploiter ce qu'elle symbolise dans la psyché des masses. Il voit en elle une créature libre, un paratonnerre de désir, une idole païenne que son intellect supérieur se fait fort de décortiquer et de démythifier. Dès les premières minutes, en sa présence, Brigitte est frappée par une aura de froideur métallique qui émane de lui. Il maintient une distance chirurgicale, l'observant comme un entomologiste étudierait un insecte rare sous son microscope, sans jamais une once de chaleur. Nulle trace de compliment ou de bienveillance, il lui parle comme on manipule une théorie abstraite, oubliant totalement la femme de chair et de sang qui se tient devant lui. Intuitivement, Bardot saisit la supercherie aux yeux du cinéaste, elle n'existe pas seule, contre l'idée préconçue qu'il se fait du phénomène bébé.
Cette attitude réveille en elle une douleur familière et lancinante, celle d'être constamment réduite à une surface de projection, un miroir pour les fantasmes des autres, sans jamais être écoutée. L'ambiance sur le plateau se transforme rapidement en guerre psychologique. Ses directives tombent comme des coups épées. Ses remarques sont arides et cassantes. Les mémoires du tournage rapportent une anecdote cruelle après une prise où Brigitte pensait avoir tout donné. Godard se serait penché vers un technicien pour lâcher un murmure assassin. Il aurait glissé que tout ce qui brille n'a pas forcément d'intérêt, une sentence banale pour son esprit cynique, mais qui a percuté l'actrice avec la violence d'un impact physique. Pour elle, qui avait passé son existence à lutter contre le préjugé de la poupée blonde, cette humiliation intellectuelle distillée avec tant de mépris devient insupportable. Plus pervers encore, le réalisateur s'amuse à déconstruire son image dans la presse, jouant un double jeu toxique. Il insinue subtilement qu'elle manque d'épaisseur, que sans sa mise en scène rigoureuse pour la canaliser, elle n'aurait aucune consistance réelle. Si la star choisit le silence médiatique, ce dédain feutré la marque au fer rouge, car elle décèle derrière ses propos l'arrogance typique de celui qui pense que son intelligence l'autorise à écraser autrui. Avec le recul des années, Brigitte ne nourrit plus de colère envers Godard, mais il subsiste une lassitude immense, un arrière-goût de cendre. C'est le souvenir désagréable d'avoir été disséquée par un homme qui ne quêtait aucune vérité humaine, mais cherchait uniquement à valider ses propres thèses. Godard restera pour elle l'incarnation de cette blessure spécifique infligée par les esprits qui place l'intellect bien au-dessus de l'empathie et du cœur. Une écorchure qui ne saigne pas mais qui ne guérit jamais tout à fait. Si elle évoque son nom en 2026, ce n'est pas pour raviver de vieilles querelles, mais pour souligner que l'ombre des génies est parfois glaciale, laissant des stigmates bien plus durables que leurs œuvres. Numéro 3, Jeanne Moreau. On ne pouvait les qualifier d'ennemis jurés, mais le mot « ami » sonnerait tout aussi faux. Bardot et Moreau étaient les deux faces d'une même pièce qui a bouleversé le 7e art français. Elles avançaient chacune sur leur propre voie, portant en elles des univers intérieurs aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté, Jeanne Moreau, la brune ténébreuse à la voix rauque, au regard chargé de mystères nimbés, d'une aura intellectuelle et littéraire. De l'autre, Brigitte Bardot, l'explosion solaire, l'instinct pur, cette force de la nature indomptable qui envoyait valser toute bienséance. Deux comètes illuminant le même firmament mais condamnées à ne jamais graviter sur la même orbite. Leur première véritable interaction remonte à la fin des années 50. C'était lors d'un de ces dîners mondains surpeuplés et superficiels où les âmes se jaugent silencieusement bien avant que les lèvres ne s'ouvrent. Brigitte garde en mémoire un sourire de Moreau, une expression fugace, presque indéchiffrable, oscillant entre bienveillance et ironie. Elle la respecte pourtant. Elle est fascinée par cette femme qui semble sculptée dans la culture faite de silence éloquent et d'une gravité réfléchie. Cependant, l'évidence s'impose rapidement, une tension impalpable flotte entre elles, une friction douce mais réelle, comme si chacune incarnait le reflet inversé que l'autre rejetait. Les années s'écoulent et la rumeur, ce poison lent, commence à densifier le malaise. Le bruit court que Moreau aurait qualifié Bardot d'une beauté renversante, certes, mais d'une fragilité trop grande pour survivre à ce métier. Ce commentaire, né peut-être dans l'intimité d'une loge, a été déformé, amplifié par les échos du milieu avant d'atterrir brutalement aux oreilles de Brigitte. Elle ne reçoit pas cela comme une simple critique professionnelle, mais comme une attaque personnelle ressentant l'injustice de ce verdict. Moreau, la tragédienne sacrée par la nouvelle vague, semblait par ses mots remettre en cause la légitimité artistique de sa consoeur. C'était comme si elle validait l'idée cruelle que le triomphe de Bardot n'était qu'un accident visuel dénué de cette vérité intérieure qui fait les grandes actrices. L'atmosphère est électrique, presque suffocante dans les coulisses du mythique Festival de Cannes, là où les sourires de façade cachent souvent des griffes acérées. Un soir, au détour d'un couloir sombre, Brigitte Bardot croise le chemin de Jeanne Moreau. Ce n'est qu'un instant fugace, mais quelques techniciens présents, témoins invisibles de la scène, jurent avoir entendu Moreau murmurer une phrase assassine que l'icône blonde ne parviendra jamais à effacer de sa mémoire. Une petite phrase d'apparence anodine et légère prononcée sans élever la voix, peut-être même sans véritable méchanceté calculée, mais qui possède le pouvoir toxique de s'imprimer durablement dans l'âme de celle qui la reçoit.
Selon les rumeurs persistantes, Moreau aurait soufflé en observant Bardot s'éloigner avec sa grâce féline que le charme est une arme redoutable certes, mais que certaines femmes ne savent pas la manière sans se blesser elles-mêmes. Bardot stoïque ne se retourne pas pour répondre. Fidèle à sa nature, elle encaisse le coup en silence comme elle l'a toujours fait face aux critiques. Elle garde cette pique pour elle, mais à l'intérieur, quelque chose de fragile se fendille imperceptiblement. Ce n'est pas là une rivalité de stars ordinaires. C'est bien plus profond, c'est une collision silencieuse, une incompréhension émotionnelle totale entre deux femmes puissantes dont les galaxies intérieures ne pourront jamais se toucher ni se comprendre. D'un côté, vous avez Jeanne Moreau, une femme sculptée par la littérature complexe, l'intellect et une certaine mélancolie existentielle qui lui donne cette aura de gravité. De l'autre, Bardot façonné par la lumière crue du soleil, l'instinct pur et une fragilité à fleur de peau. L'une dissèque et analyse l'autre, vit et ressent, et avec le temps, cette différence fondamentale s'est transformée en une muraille invisible, infranchissable. En cette année 2026, lorsque Brigitte évoque aujourd'hui le nom de Jeanne Moreau, il n'y a pas de haine dans sa voix, ni même d'amertume apparente. Elle salue volontiers le talent immense de cette comédienne que la France continue de vénérer, mais elle avoue n'avoir jamais pu oublier ce regard condescendant, cette phrase cinglante, et cette terrible sensation d'avoir été jugée de haut sans jamais avoir été comprise. Pour Bardot, le souvenir de Moreau incarne une blessure subtile de celle qui ne saigne pas, mais qui brûle celle qui naît insidieusement, au moment précis où l'on se sent méprisé par une personne que l'on aurait pourtant aimé considérer comme une égale, presque comme une sœur d'âme. Il est des douleurs qui n'ont pas besoin de faire du bruit pour faire mal. Elle a simplement appris à survivre avec ce souvenir enfoui dans le silence de ses mémoires, là où les cicatrices ne s'effacent jamais vraiment. Passons maintenant à une figure masculine incontournable, Alain Delon. Avec Bardot, ils formaient sans jamais l'avoir décidé eux-mêmes le couple royal imaginaire d'une France nostalgique qui avait encore besoin de rêver. Lui représentait la beauté virile tranchante, presque irréelle de perfection sculptée par les ombres. Elle était la liberté incarnée sauvage, le souffle brûlant d'une révolution intime et sociétale. Alain Delon et Brigitte Bardot n'ont jamais partagé de romance, pourtant la presse à scandale et le grand public, et même les réalisateurs, les ont obstinément placés face à face dans un jeu de miroir fascinant pendant des décennies. Deux monstres sacrés, deux icônes absolues qui semblaient dialoguer à distance, deux silhouettes légendaires, qui auraient en eu tout pour écrire la plus grande légende du cinéma français, si leurs tempéraments explosifs n'avaient pas été aussi diamétralement opposés. Leurs trajectoires se croisent véritablement pour la première fois à la fin des années 60. Bardot garde le souvenir précis d'un homme intimidant d'une assurance glaciale presque trop parfait pour être honnête. Delon de son côté la scrute avec cette distance souveraine, ce recul calculateur qu'il réserve toujours aux créatures qu'il soupçonne d'être dangereuses pour son propre équilibre narcissique. C'était une forme d'admiration froide teintée d'une nuance indéfinissable qui ressemblait étrangement à du jugement moral ou peut-être à de la crainte. Bardot, avec son intuition animale, ressent immédiatement cette tension dans l'air. Elle a le don pour déceler les regards qui pèsent des tonnes et les non-dits qui restent coincés derrière les sourires de politesse. Les années s'écoulent et à plusieurs reprises des opportunités de collaborer à l'écran se présentent, mais à chaque tentative, un obstacle invisible vient gripper la machine. Delon repousse systématiquement certains projets dès que le nom de Bardot est évoqué. Il se cache derrière des arguments artistiques ou des incompatibilités de planning. Mais dans le milieu, personne n'est dupe, c'est l'ego démesuré de l'acteur qui est en cause. Il ne supporte pas l'idée de partager l'affiche avec une lumière aussi aveuglante que la sienne, une star qui pourrait lui voler la vedette. Bardot, lucide, accepte ce petit jeu de pouvoir sans jamais chercher à riposter publiquement. Elle comprend peut-être un peu trop rapidement pour son propre bien que Delon ne sera jamais un allié et qu'au fond, il ne l'a jamais été même dans leurs moments de complicité apparente. L'épisode le plus cruel survient lors d'un grand dîner caritatif où ils sont tous deux conviés. Les témoins se rappellent encore ce moment glaçant où, sous les feux des caméras en direct, Delon décoche une flèche ironique et profondément blessante. Alors qu'un journaliste ose lui demander s'il envisageait un jour de tourner enfin avec Brigitte Bardot, Delon répond avec un demi-sourire narquois que « l'époque des rêves est révolue ». La phrase claque comme un coup de fouet dans le silence de la salle.
Bardot reste de marbre, le menton haut, le regard droit, mais à l'intérieur, c'est comme si un étau se resserrait violemment autour de son cœur. Elle ne pardonnera jamais cet instant où, en quelques mots, il a balayé d'un revers de main l'idée même d'un respect artistique mutuel entre deux géants. Elle a compris à cet instant précis que Delon l'apercevait déjà comme une relique du passé, une image figée sur papier glacé, une légende fanée avant l'heure. Une perception d'une injustice totale, car Bardot, même retiré des plateaux de cinéma, demeurait une force vive, une voix puissante pour la cause animale, un symbole de liberté que très peu d'êtres humains avaient su incarner avec autant de ferveur. Aujourd'hui encore, en 2026, lorsqu'elle place le nom d'Alain Delon sur la liste de ceux qui l'ont meurtri, ce n'est pas dans une logique de règlement de compte mesquin, mais plutôt pour admettre une immense déception. L'amertume silencieuse de n'avoir jamais trouvé en lui cet alter ego, ce miroir égal qu'elle aurait tant désiré rencontrer. Elle ne cherchait pas un amant, ni même un partenaire de jeu, juste un regard masculin qui lui aurait enfin accordé la valeur réelle et la profondeur qu'elle portait en elle. Mais il faut se rendre à l'évidence, certaines attentes, aussi légitimes soient-elles, ne trouvent jamais de réponse même entre deux mythes vivants. Abordons maintenant le cas de Françoise Sagan. Parmi tous les noms que Brigitte Bardot a choisi de dévoiler dans ses mémoires, celui de la célèbre romancière est sans doute le plus surprenant pour le public. Pourtant, ces deux femmes ont longtemps été perçues par l'extérieur comme des âmes sœurs, deux esprits libres naviguant dans les eaux troubles d'une même époque charnière. Sagan écrivait avec cette nonchalance aristocratique inimitable une façon unique de décrire la vie, comme si c'était une fête fragile prête à se briser à tout moment. Bardot, quant à elle, vivait chaque émotion avec une intensité dévorante, comme si le monde entier avait le devoir de s'aligner sur les battements de son cœur plutôt que sur la raison froide. Leurs univers semblaient courir en parallèle, fascinants tous les deux, mais sans jamais vraiment pouvoir s'aligner sur la même fréquence. Leur véritable rencontre se produit au début des années 60, lors d'un dîner mondain organisé par des amis communs, sous le ciel étoilé de la Côte d'Azur. Sagan débarque avec un retard notable, cigarette fumante à la main, le regard vague perdu derrière cette ironie douce amère qui lui servait de bouclier. Bardot se remémore une femme absolument fascinante, brillante, mais totalement insaisissable et imprévisible. Au commencement, leurs échanges scintillent de courtoisie teintée d'une admiration mutuelle presque palpable. Sagan est fascinée par la liberté sauvage qu'incarne Bardot. De son côté, l'actrice est subjuguée par l'esprit tranchant et la vivacité intellectuelle de la romancière. Une complicité se tisse fragile comme du cristal mais indéniablement sincère. Le point de rupture survient quelques étés plus tard lors d'une nuit moite à Saint-Tropez. C'était l'une de ces soirées suspendues presque trop idéales pour ne pas cacher un drame. Imaginez la scène, l'encre noire de la Méditerranée, le souffle chaud du vent et une grande tablée d'artistes et d'amis. Sagan, l'esprit légèrement embrumé par l'alcool, disserte sur la vacuité de la gloire cette grande farce de la vie publique. Soudain, sans le moindre avertissement, elle plante son regard dans celui de Brigitte et décoche une flèche qui restera plantée dans son cœur pour les décennies à venir. Avec un calme glacial, Sagan déclare que Bardot n'est pas une femme, mais une pure invention. Une phrase d'une cruauté inouïe déguisée en observation littéraire sophistiquée. En une poignée de secondes, ces mots anéantissent toute la complexité humaine de l'actrice pour ne laisser qu'une coquille vide, une simple icône de papier glacé sans âme. Sur le moment, Brigitte reste de marbre. Elle ne réplique pas, elle ne fait pas de scandale, elle encaisse le coup en silence. Pourtant, ce soir-là, quelque chose d'irréparable se brise à l'intérieur d'elle. Elle réalise avec horreur que pour Sagan, elle ne sera jamais considérée comme un être humain à part entière, mais juste comme un phénomène de foire. Un mythe préfabriqué, une enveloppe charnelle. Plus tard, une seconde offense viendra rouvrir la plaie. Dans une interview publique, Sagan revient sur le cas Bardot en affirmant que les légendes supportent mal leur propre reflet dans le miroir. C'est le genre de bon mot qui fait ricaner les journalistes parisiens, mais qui dévaste intimement Brigitte, car elle sait pertinemment à quel point c'est injuste. Elle sait combien elle a lutté pour fuir ce reflet déformant imposé par le monde, combien elle a souffert de ce fossé immense entre sa véritable nature et le fantasme que les autres projetaient sur elle. Si aujourd'hui, en 2026, Brigitte Bardot cite encore le nom de Françoise Sagan comme celui de la personne qui l'a le plus meurtri, ce n'est pas pour faire le procès de l'écrivaine, mais pour souligner la violence d'une trahison venant d'une amie estimée.
Sagan incarnait à ses yeux le summum de l'intelligence, la finesse d'esprit, la modernité absolue. Mais derrière ces phrases brillantes se dissimulait parfois une sécheresse de cœur totalement inattendue. Pour Bébé, cette blessure reste la plus vive, car elle ne découle pas d'une rivalité professionnelle, mais d'une déception intime, la douleur d'avoir été réduite à néant non par la foule, mais par une femme qu'elle avait sincèrement aimée et admirée. Il est de ces phrases assassines qui, même murmurées entre deux verres lors d'un dîner d'été, vous poursuivent et vous hantent tout au long d'une existence. En livrant ces 5 noms au public, Brigitte Bardot ne cherche ni la vengeance, ni à raviver de vieilles rancœurs. À plus de 90 ans, elle a passé l'âge de se justifier. Elle fait simplement un constat, elle témoigne. Elle laisse derrière elle une vérité nue que les années avaient jusqu'ici recouverte d'un voile de silence pudique. Ces histoires, bien que distinctes, tissent un fil rouge invisible, celui du destin d'une femme propulsée trop vite sous les feux aveuglants de la rampe, une femme que le monde entier a adulée. On l'a critiquée, on l'a désirée, on l'a jugée sans pitié, sans jamais vraiment chercher à comprendre l'humain derrière la star. Chacun de ces 5 noms illustre une facette de sa profonde solitude. Gainsbourg, c'est le talent qui manipule pour ses propres fins. Godard, c'est l'intelligence froide qui dissèque comme au laboratoire. Moreau, c'est le regard qui vous évalue et vous juge. Delon, c'est l'ego monumental qui écrase tout sur son passage. Et Sagan, c'est la lucidité qui blesse mortellement. 5 éclats tranchants d'une même réalité, celle d'une légende vivante baignée de lumière mais rarement protégée des ténèbres humaines. Et pourtant, malgré toutes ces cicatrices invisibles, Bardot a continué sa route imposant sa voix, défendant ses causes avec une férocité admirable. Une constance et une intégrité qui forcent aujourd'hui le respect même parmi ceux qui n'ont jamais partagé ses combats ou ses opinions. Ses confessions tardives ne diminuent en rien l'aura de sa légende, bien au contraire. Elles lui confèrent une épaisseur humaine bouleversante. Elle nous rappelle brutalement que derrière chaque mythe sacré se cache une âme fragile pétrie de peur, de chagrin et de déception, mais aussi d'une force incroyable pour rester fidèle à soi-même. C'est peut-être là que réside le véritable miracle Bardot, non pas dans son image figée, mais dans ce qu'elle a dû endurer pour ne pas se dissoudre dans cette image. Si ce récit poignant vous a touché et que vous voulez continuer à perpétuer la mémoire vive de nos icônes françaises, abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres chapitres fascinants de la grande histoire de notre cinéma. À très bientôt!